Salut à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Grand Débat sur Tempo Africa TV. Je voulais quand même dire encore une fois de plus merci à nos chers auditeurs, amis et téléspectateurs qui ne cessent pas de regarder cette émission. Votre animateur principal, Serge Niawa. Je voulais remercier aussi mes chers panélistes qui m'ont toujours fait l'honneur d'être présents sur ce plateau. Alors, Kenao, merci d'être là parce que vous étiez au Togo là. Merci, merci. On a parlé là tout à l'heure. Merci beaucoup Serge, merci pour l'invitation. Hein? Ouais, merci pour l'invitation et merci encore de vous retrouver sur ce plateau. Et avec Monsieur Sawadogo. Oui. Merci encore une fois d'être là. Merci. On était ensemble, mais depuis fort longtemps, c'est maintenant que vous êtes arrivés. Mais on va toujours continuer de parler avec vous parce que c'est l'état aussi, comment on appelle, du travail. Ouais, j'aurais aimé être régulier aux émissions, mais compte tenu des circonstances, merci, d'accord. Je n'arrive pas à le faire régulièrement. D'accord, merci donc, Monsieur Sawadogo. Le thème d'aujourd'hui, les élections au Nigeria. Alors, mes chers panélistes, nous avons eu l'élection de M. Mohamed Buhari à la tête du Nigeria. Alors, le Nigeria était beaucoup content d'élire ce monsieur qui revient encore pour une deuxième fois. Alors, nous allons dire un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces élections. Est-ce que les Nigériens ont bien choisi ce monsieur? Je voulais commencer par M. Kenao. Merci beaucoup Serge. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs? Allez-y. Ouais, merci beaucoup Serge. Merci pour l'invitation sur ce plateau dans votre émission Grand Débat. C'est une émission que les gens suivent même en Afrique sur Internet. Je viens de là, je peux vous, je vais vous le dire. Les gens vous suivent aussi, les gens nous suivent en Europe. J'ai eu ce cas aussi lorsque je voyageais en plein vol en direction de Lomé. Donc j'ai eu des feedbacks, j'ai eu des comptes rendus sur ce que nous faisons et c'est encourageant, spécialement à travers cette émission Grand Débat à qui je souhaite longue vie et surtout beaucoup de succès. Pour revenir donc au sujet d'aujourd'hui, je dirais que les élections au Nigeria ou bien l'élection de monsieur Mohamed Buhari à la tête du Nigeria aujourd'hui, pour moi, n'est pas quand même un truc nouveau, parce qu'il n'est pas le tout premier à revenir au Nigeria. L'autre là, Olusegun Obasanjo l'avait aussi fait. Et moi, la première question que je me suis posée, mais au Nigeria, est-ce qu'il n'y a pas de politiciens? Ou bien ce sont les seules personnes qu'on trouve qui peuvent résoudre le problème du Nigeria en le faisant revenir? Et je ne sais pas si c'est par ironie du sort, je voudrais rappeler un tout petit peu à nos chers téléspectateurs qui sont de la nouvelle génération que justement c'est quand Olusegun Obasanjo a quitté pour la première fois le pouvoir, c'est Mohamed Buhari qui l'avait succédé. Et comme l'histoire se répète, Olusegun vient, et après Olusegun, Buhari décide aussi d'emboîter les pas de Olusegun. Aujourd'hui encore, il est élu président. Mais le problème fondamental qui se pose, c'est de savoir si à l'heure où l'Afrique entière est en train de penser à l'élection des civils, à l'élection des gens de la partie civile, il se fait encore que c'est un militaire qu'on nomme à la tête, qu'on élise à la tête du Nigeria. Je me pose la question de savoir est-ce que ça a été vraiment une élection fiable. Je crois que vous allez développer ça tout à l'heure. Voilà. Parce pour que, moi, je m'arrête. Voilà, vous allez développer ça tout à l'heure. Parce que s'il faut à la tête chaque fois du Nigeria, des militaires, parce qu'on voit que M. Yadouane n'était pas militaire. Non. M. Goodluck, Jonathan, il n'était pas aussi militaire. D'accord. M. Alassane, alors quelle est votre lecture vis-à-vis de ces élections au Nigeria? Bon, je pense que, premièrement,
les élections se sont passées de façon transparente, comme on le dit. Et il n'y a pas eu de contestation majeure après la proclamation des résultats. Donc ça, c'est des signes qui disent que bon, tout s'est bien passé. Et bon, par rapport à l'arrivée de Mohamed Bouhari au pouvoir, bon, je pense qu'il a déjà fait ses preuves. Il est venu en 83. Quelles sont ces preuves qu'il a fait? Bon, il a sévèrement réprimé la corruption. Tout le monde était unanime sur ça. Bon, il a vraiment été sévère sur les crimes, d'autres crimes. C'est des éléments qu'il a réprimés en son temps. Et bon, c'est en son temps que M. Kola, c'est pas Kouchi. Oui. Fela Kouchi a été emprisonné. Oui. Parce qu'il y avait une sorte de corruption. Oui. Bon, enfin, il y a eu des dérives, mais il faut reconnaître quand même qu'il a posé des actes quand même qui vont à l'encontre de la lutte contre la corruption, les crimes. Et ben, je pense que c'est sur ces deux facteurs-là, ou du moins ce sont ces deux facteurs qui ont motivé aussi sa réélection. Et il y a le facteur Boko Haram, tout et tout. Je crois qu'on va en parler parce que c'est le facteur le plus comment on appelle, vu au niveau de ce monde entier. Et on entend de M. Mohamed Bouhari de faire quelque chose. Alors, Kenao, vous pouvez maintenant développer votre idée tout à l'heure. Voilà, je disais ceci. Il est bien vrai que le président, enfin M. Bouhari, Mohamed Bouhari, a été quand même celui-là qui, à un moment donné de l'histoire du Nigeria, a eu le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire ok, nous sommes corrompus et que nous devons revoir notre système. Il a été quand même celui-là qui a eu le courage de le faire et comme ça je lui remets sa part. Mais là où moi je pose la question, c'est quoi? Si réellement les Nigérians lui reconnaissaient cela, pourquoi la première fois quand il était en face avec Goodluck, il avait échoué donc? Oui, mais je crois que ce que vous dites, c'est vrai. S'il a échoué, c'est parce que on voulait peut-être donner la chance à un civil. Ok. Maintenant que c'est fait, je voudrais aller un peu plus loin. Allez-y, vous avez le temps. Allez-y. Je pense que je vais entamer la deuxième phase de la chose. Pourquoi l'élection à l'heure actuelle de cet ancien militaire? Je pense que, comme tu l'as dit, les enjeux sont tels que la communauté internationale a pensé qu'il faut un homme fort à la tête du Nigeria. Un homme fort, un homme avec des bras forts, qui peut donner de l'ordre, qui peut donner et faire mettre de l'ordre là où il y a désordre, là où il y a laissé aller. Alors, quel est le désordre qui existe au Nigeria? Parce que le désordre, il y a beaucoup de désordre au Nigeria. Quand vous dites que la communauté internationale, c'est cette même communauté internationale qui est derrière beaucoup de coups, et si c'est cette même communauté internationale qui va nous dire encore il faudrait qu'on mette de l'ordre dans le Nigeria, je ne sais pas où on va en ce moment. Ça, je suis désolé de te le faire. Allez-y. Je suis désolé de te le dire ou bien de te l'apprendre. Tout pays, quel que soit le degré de puissance en Afrique, qu'on qualifie de puissance en Afrique, quel que soit le degré de développement d'un pays africain, il est toujours sous les ordres de la communauté internationale. Qu'on le veuille ou pas, du moins jusqu'à 2015, tout pays, y compris l'Afrique du Sud, tout ce que les pays africains font, c'est dicté par la communauté internationale. Donc, c'est pour te dire qu'à un moment donné de l'histoire du Nigeria, où il y a du désordre économique, il y a du désordre politique, il y a du désordre de tout genre. C'est un pays potentiellement riche avec des gens extrêmement intelligents, mais qui, en fait, est le plus désordonné. Mais est-ce que je peux dire quelque chose par rapport au fait que vous dites que si Bouhari s'est présenté contre Goodluck Jonathan la dernière fois, pourquoi les populations ont préféré Goodluck à Bouhari? Bon, il faut reconnaître que on a critiqué le système des élections. On dit que c'est la première fois qu'un opposant a pu défaire un président qui avait été élu du pouvoir. Donc, on dit que cette fois-ci, la transparence y a été de mise.
Au Nigeria ou bien en Afrique? Non, je parle au au Nigeria. Voilà. Au Nigeria. Et puis en plus, tous les présidents qui sont venus, tous ceux qui ont battu campagne, qui ont compéti aux élections présidentielles au Nigeria, ils ont parlé de lutte contre la corruption, le chômage, tout et tout. Mais en fait, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas délivré le message. Voilà, le message. Bon, alors Bouhari a fait ses preuves. Donc, j'estime que c'est pour ça que les gens sont revenus à lui. Voilà, c'est ma vision de la chose. D'accord, continuez. Voilà, c'est ce que je ne dis pas non. Ce que vous venez de dire, je ne dis pas non. Mais moi, je vais au-delà de la chose. Je vais au-delà de la chose. Parce que, vous savez, en Afrique, généralement, quand quelque chose se passe, on trouve justification immédiate. Or, c'est pour telle raison que ça s'est passé. Que c'est le peuple, que c'est celui-là. Mais n'oubliez pas que les élections en Afrique, ce sont des transactions au niveau des consulats, au niveau des ambassades. Et que seul le candidat qui pourra présenter un profil Pour l'Occident, un profil où l'Occident se trouve c'est seul ce candidat-là qui passe. Et je pense qu'à l'heure actuelle, si un opposant a pu défaire un président sortant, c'est que quelque part, l'Occident a trouvé en cet opposant-là. donc vous voulez nous dire que derrière Mohamed Bouhari, il y a l'Occident qui a joué son va-tout? C'est ce que vous voulez Je n'ai pas de preuves, mais mon intuition est telle que l'histoire africaine se présente, que c'est ça. Pourquoi je dis cela? Je vous dis cela, et ça je voudrais aussi dire faire un tout petit peu l'histoire à nos jeunes chers téléspectateurs. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas, que Bouhari, durant la guerre de Biafra au Nigeria, en ce temps il était encore jeune, il était un général. Et c'est lui qui était en charge de mettre de l'ordre dans le pays. Et il a réussi à le faire. Donc c'est un atout, c'est un point fondamental. Et encore une fois, aujourd'hui, le Nigeria est à la croisée des chemins. Le Nigeria est à la croisée des chemins avec le Boko Haram. Et comme par hasard, ce sont ces faits-là qui me font dire cela. Et par hasard, c'est ce même Bouhari qui remporte les élections au moment crucial de l'histoire du Nigeria. D'accord. Donc, quand vous faites l'analogie de ces deux choses, vous comprenez qu'on a trouvé qu'il avait fait l'expérience en réussissant à mettre de l'ordre au moment de la guerre religieuse. Biafra, et maintenant, qu'est-ce qu'il a mis comme de l'ordre? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait cesser les tueries, il a fait cesser les confrontations. Ce que d'autres généraux n'ont pas pu faire, il a fait ça. C'est comme aujourd'hui on lui donne le crédit de stopper un tout petit peu la corruption. D'accord. Alors, Monsieur Alassane, qu'est-ce que, à part tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'élection de Bouhari, parce que les Nigériens attendent beaucoup avec la présence de Boko Haram, qui ne cesse même pas de choses, qui fait son image et qui ne cesse même pas de disparaître. Alors, quelle est votre lecture vis-à-vis de tout ceci? Est-ce que vous croyez que Bouhari peut réellement lutter contre Boko Haram? Je pense qu'il peut y apporter beaucoup de choses parce que, comme Steve l'a déjà même dit, il a fait ses preuves lors de la guerre du Biafra qui visait la séparation du Nigeria. Donc il a pu réussir à rétablir l'ordre. Alors que les conséquences de Boko Haram sont similaires à celles de la guerre du Biafra, en quelque sorte. Donc je me dis quand même que il peut y apporter des réponses favorables à ce niveau. Donc les Nigérians l'attendent de pied ferme sur ça. Je pense même que c'est ce résultat qu'il a pu obtenir durant la guerre de Biafra qui a même motivé les Nigérians à lui donner cette seconde chance de pouvoir mettre de l'ordre. Moi, c'est ce que j'appelle mettre de l'ordre. Parce que ce désordre-là doit cesser. C'est un pays solide. Il doit être un pays, une identité, un pays uni. Si je peux l'exprimer. Entre Boko Haram et Mohamed Bouhari, au moment de la campagne des SEC, parce que nous avons vu que c'était un peu dur et
on ne peut pas bien faire la campagne, mais entre Mohamed Bouhari et Boko Haram, y a-t-il une liaison? Écoutez, est-ce qu'on peut appeler ça liaison? Mais une chose est certaine, selon les derniers renseignements que j'ai eus, et spécialement l'autre semaine, quand je discutais avec un Nigérian lors d'une soirée d'une communauté nigérienne, et il me faisait savoir, de source sûre, que Boko Haram est plus favorable à la médiation du président Bouhari que les autres. Expliquez ça. Voilà, puisque Boko Haram avait même demandé que Mohamed Bouhari, en ce temps candidat, ou bien potentiel candidat, de servir d'intermédiaire entre Boko Haram et le gouvernement. En ce temps, il n'était même pas encore président. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le mouvement de Boko Haram a un penchant, écoute un peu plus, ou du moins écoute mieux M. Bouhari que les autres Nigériens. Vous comprenez? Donc, je pense que la population a vite compris que celui-là, on peut l'utiliser à calmer les esprits. Ça reste à savoir si ça sera fait. Alors, je crois que il faut quand même voir la politique politicienne au niveau de ce pays. Parce que quand on voit aujourd'hui Mohamed Bouhari, est-ce que M. Savadogo, c'est ça? Oui. Est-ce que nous pouvons penser que Boko Haram, qui est aujourd'hui venu, est-ce que ce n'est pas une politique d'amener ce monsieur Bouhari, qui est aujourd'hui aussi un musulman? Je pense bien. Oui, mais il faut reconnaître que ce n'est pas tous les musulmans qui partagent la même idéologie de Boko Haram. Et Mohamed Bouhari a même fait de la lutte contre Boko Haram une promesse de campagne. Il a dit que Boko Haram sera anéanti. C'est ce qu'il a dit. Donc, je me dis que, bon, je me pose la question de savoir s'il y a une certaine connexion entre Mohamed Bouhari et Boko Haram. C'est là ma question. Voilà, moi je ne dis pas qu'il y a une connexion. Je crois que j'arrive. Vous voyez, quand on veut réellement venir au pouvoir, voilà, on fait une campagne mielleuse, on arrive au pouvoir. Mais quand il faut mettre la main dans la pâte, il est très difficile. Alors Kenao, lorsque je disais qu'il a une connexion entre Mohamed Bouhari et Boko Haram, je voulais savoir réellement si les Nigériens qui ont souffert et qui continuent de souffrir avec Boko Haram ne vont pas continuer de souffrir. Non. Maintenant, je comprends un peu plus clair votre position. Non, la connexion, ce n'est pas ce que les gens peuvent entendre par soutien de Bouhari à Boko Haram. Je voudrais que ça soit clair pour nos téléspectateurs. Je n'entends pas connexion ici par le soutien de M. Bouhari à Boko Haram. Ce n'est pas ça. Mais je pense que dans la vie de tout un chacun de nous, dans cette vie, il y a quelqu'un que vous écoutez mieux par rapport à quelqu'un d'autre. C'est ça que moi j'appelle connexion. Pas pour dire que M. Bouhari est partisan ou bien soutient Boko Haram. Non, il faut que ça soit clair dans l'esprit de ceux qui nous suivent, de ceux qui nous écoutent. Mais les militants de Boko Haram pensent que le gars, M. Bouhari, peut les écouter mieux par rapport aux autres. Et qui peut servir d'intermédiaire. Dans cette vie, alors, voilà. Vous me donnez l'occasion, Alassane, je venais tout à l'heure à vous. Oui. Vous avez dit dans votre interview que Boko Haram pense mieux que Bouhari peut les écouter. Voilà. Ça veut dire que M. Goodluck Jonathan ne les écoutait pas. Pas nécessairement. Peut-être ne les écoutez pas mieux. Ou bien. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est une politique un peu... À un certain moment du gouvernement de Goodluck Jonathan, il y a Boko Haram qui arrive. Et on sait qu'à un certain moment, il y aura des élections. Est-ce que ce n'est pas une politique pour dissuader un peu le gouvernement de Jonathan pour que Mohamed Bouhari soit élu?
Alors, en tout cas, moi, je ne vois pas ça, je vois pas ça comme ça. Bon, tout est possible dans les scénarios politiques, mais en fait, moi, je ne vois pas ça de cet œil. D'accord. Bon, je me dis que bon, la population est arrivée à un niveau où vraiment, bon, elle se dit que non, voilà, il faut quelqu'un qui peut nous accompagner dans la lutte contre Boko Haram. Je pense que c'est le message que moi je retiens de cette élection. Vous voulez Voilà. quelque chose? Allez-y. Ouais, le message, comme il a dit, le message que moi je retiens, ou du moins c'est la lecture que je fais de l'élection de M. Boari à la tête du Nigeria, c'est qu'à un moment donné, les Nigérians se sont dit, ok, on a eu un président et durant son mandat, il y a eu ceci. Mais le président, durant ce mandat, n'a pas pu accomplir, non seulement accomplir, n'a pas pu maîtriser la situation. Alors, donnons la chance à quelqu'un d'autre qui avait eu, dans des situations similaires, réussi à mettre de l'ordre. Donnons-lui encore la chance pour voir si il peut apporter quelque chose de nouveau. C'est la lecture là que je fais de l'élection de M. Boari. Maintenant, entre l'élection et la réalité, il y a une grande différence. Voyons si M. Boari peut délivrer le message. Merci donc à M. Yves Kenao. Vous êtes à l'émission Grand Débat sur Tempo Afrique. Serge Niawa, votre animateur principal. Je voulais quand même vous remercier, chers téléspectateurs. Nous allons continuer de vous amener chaque fois à suivre ce grand débat qui est d'ailleurs même le meilleur dont vous deviez chaque fois vous servir et contrôler l'Afrique parce que nous avons beaucoup de vérités à vous amener. Le sujet d'aujourd'hui, les élections présidentielles au Nigeria, l'élection de Mohamed Boari. Nous poursuivons. Si on parle chaque fois de Boko Haram, parce que de cela s'agit, ces élections qui se passent aujourd'hui au Nigeria, si les Nigérians disent qu'en votant aujourd'hui Mohamed Boari, ils peuvent avoir la paix, parce que les investisseurs n'arrivent plus à se positionner. Alors au niveau de l'économie au Nigeria, avec aujourd'hui l'arrivée de Boari, comment ça va être? Voilà, comme on le disait tantôt sur ce plateau, M. Boari a fait ses preuves en luttant contre la corruption. Si on lui donne encore cette possibilité aujourd'hui, c'est que les Nigérians se disent que en luttant contre Boko Haram, en mettant de l'ordre à ce côté, et en luttant contre la corruption, le Nigeria va se retrouver. L'économie sera redressée, le Nigeria va se retrouver. Je pense que c'est le point critical, le point critique sur lequel la population du Nigeria s'est basée pour faire ces élections-là, pour le vote. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il a été président du Nigeria, ce n'est pas parce qu'il a échoué aux élections passées qu'il faut lui donner la chance, mais ils ont dit que, bon, écoutez, à l'heure actuelle, nous avons des problèmes du désordre économique, nous avons des problèmes du désordre politique, et celui-là a fait ses preuves sur ces deux plans. Donnons-lui encore la chance pour voir s'il peut nous redresser le pays. Je dis encore une fois, entre les prédictions et la réalité, il y a une grande différence. Maintenant, M. Boari doit faire face d'abord à la création. Il doit chercher à savoir comment Boko Haram a été créé. S'il n'arrive pas à savoir comment Boko Haram a été créé, il ne pourra pas le combattre. Qui est derrière Boko Haram, il doit le savoir. Ça, c'est ce que je dis, que c'est ça maintenant que la complication, et on verra si il va délivrer le message sur ce plan. Sur le plan économique, corruption, je sais qu'il va le faire. Merci. Mais sur l'autre point, j'ai encore je veux le voir en action. Merci. Je crois qu'on poursuit avec ce thème du jour. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si on parle des élections au Nigeria, c'est qu'au centre de ces élections aussi, il y a un phénomène qu'on appelle Boko Haram aussi. Ouais. On ne doit pas se passer. Si on dure sur Boko Haram, on veut que ce pays du Nigeria ait quand même cette capacité de vivre la paix qu'elle cherche. Parce qu'il y a les Nigériens qui sont un peu partout. On dit que c'est un pays qui est riche, c'est un pays qui regarde beaucoup de potentialités de choses. Alors, Monsieur Sawadogo, oui. Monsieur Kenao nous donne l'occasion de
quand même poser une certaine question. Qui est derrière Boko Haram? Bon, c'est là la grande question, parce que... Vous l'avez soulevé. Oui, c'est là la grande... Il faut chercher cette racine-là. Voilà, il faut combattre le mal à la racine. Il faut voir quelles sont les sources de financement de Boko Haram. Alors vous les connaissez, ces sources de financement? Bon, personnellement, je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire que non, Boko Haram... mais je sais que bon, ils ont un penchant pour le groupe Al-Qaïda au Maghreb. Bon, même certains pays arabes qui épousent leur idéologie peuvent leur apporter des financements. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement quels sont les auteurs. Ce sujet fera part d'un grand sujet, mais on va revenir sur l'élection de M. Mohamed Bouhari. Parce qu'aujourd'hui, les Nigériens attendent de lui l'espoir. Alors, il va mettre de l'ordre. Quel est ce genre d'ordre que Mohamed Bouhari pourra mettre au niveau du Nigeria pour que ce pays puisse non seulement avoir la paix, le souffle économique, vous l'avez déjà dit, mais il faudrait qu'on revienne un peu là-dessus. Parce que... Si moi j'ai un conseil à donner, si moi j'étais le conseiller politique de M. Bouhari, j'allais lui demander de chercher d'abord à savoir d'où vient Boko Haram. Quelle est la motivation première de Boko Haram? Quelles sont les sources de financement de Boko Haram? D'où vient Boko Haram? Dès l'instant qu'il arrivera à récolter tous les éléments de ce genre-là, il pourra décider quoi faire. Et je sais que les Nigérians sont tellement intelligents qu'ils sont en train de faire tout ce que je viens de dire. Ça, je le sais. Ils sont en train de le faire. Parce que si il ne connaît pas toutes ces sources-là, s'il n'a pas tous ces éléments-là, même s'il les a, et que là où le lieu de naissance de Boko Haram, que j'appelle origine, si l'origine de Boko Haram est plus solide que lui-même, il ne pourra rien. J'ai parlé en parabole. D'accord. Je crois qu'on va continuer parce que, comme on l'a vu, il y a un Nigérian que j'ai croisé la fois dernière qui a dit que quand on parle de Boko Haram, le Boko Haram, il n'est pas trop axé dans tout le Nigeria, mais dans un coin spécifique. Donc ce sont les médias qui ne font que nous parler de ça, mais on ne doit pas quand même négliger cela. Alors, au niveau de ces élections, parce que quand on veut la paix, souvent les gens disent qu'il faut faire la guerre. Qu'il faut pas que le Nigérian doit faire la guerre. Mais au niveau de l'armée nigérienne, qui aujourd'hui fait bouche bée sur cette histoire d'insécurité, alors comment Mohamed Bouhari, qui est d'abord militaire de fonction, pourra s'organiser? Parce que l'armée n'est pas totalement... L'armée est désordonnée, si je peux m'exprimer ainsi. Non, il faut nécessairement réorganiser l'armée, ça c'est un, parce que c'est l'outil principal pour combattre Boko Haram. Donc il faut la réorganiser, mettre des gens à des postes de responsabilité, des gens quand même honnêtes, qui ont le sens de la patrie, l'honneur. Ce sont ces gens-là qu'il faut mettre à la tête de l'armée, ça c'est un. Et en matière d'équipement aussi, je pense qu'il y a une insuffisance à ce niveau. Parce que récemment, je lisais dans le journal Jeune Afrique, ils avaient commandé du matériel militaire avec les États-Unis. Bon, mais l'Amérique... Ils ont refusé. Oui, ils ont refusé, se disant que l'armée a commis des exactions, violations graves des droits humains. Donc, pour cette raison, ils ne peuvent pas livrer du matériel. Non, mais je crois plutôt que c'est le Nigeria qui a refusé, parce que ils disent que derrière Boko Haram, il y a aussi, comme les gens le disent, il y a aussi une main forte. Donc, après les lectures que nous avons faites, c'est le Nigeria qui a refusé quand même l'armement qu'on devait le ramener. Alors, si cela est de cette lecture, M. Kenao. Voilà, d'abord, je vais vous dire que généralement, on trouve l'expression les armées en Afrique ne sont pas organisées. Effectivement,
Moi, je préférerais qu'on dise que ces armées n'ont pas d'équipement. Ces armées sont organisées, mais elles n'ont pas d'équipement. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand un événement veut se passer en Afrique, qu'est-ce qui est c'est ça qui est un peu regrettable et que les Africains ne savent pas. Quand un problème veut se poser dans un pays africain, la corruption commence par où? Par les généraux de l'armée. On corrompt tous les généraux de l'armée, on corrompt l'armée. Et maintenant, quand le problème commence, on dit oh, l'armée est mal organisée, mal équipée, pas de stage, pas de formation, tout ça là. Alors que tous ces généraux-là, ces officiers ont subi des formations dans les pays occidentaux. Et même ils sont sortis avec des mentions très bien. Ils n'ont pas le sens du patriotisme alors? Non, ce n'est pas le sens du patriotisme. C'est qu'à un moment donné de l'existence de leur vie, de la nation, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient, vous fait des propositions alléchantes, vous étale un projet de vision, et quand vous voyez ça, vous allez dire waouh, mon avenir est très radieux si je suivais ceci-là. Et brusquement, toute armée s'affaiblit. Au détriment de la patrie. Au détriment de la patrie. Voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait que même le cas du Nigeria à l'heure actuelle, je me rappelle que c'est le Nigeria qui intervient en Sierra Leone. C'est le Nigeria qui fait la fin au Libéria. C'est le Nigeria qui fait partout. Mais pourquoi le Nigeria n'intervient pas dans son pays où il y a quand même... C'est là que la corruption dont je parle intervient. Toute cette armée du Nigeria, c'est de quoi il s'agit au nord du Nigeria. C'est pourquoi ils ne veulent pas intervenir. Ils savent ce qui se passe. Donc, ils font semblant de ne pas avoir d'équipement, de ne pas être organisés, de ne pas avoir de formation et laisser la chose aller. Sinon... Alors, qu'est-ce qu'il gagne dedans, dans tout ça? Chacun à son niveau, je laisse chacun à sa conscience. D'accord. Monsieur Alassane. Oui. Monsieur Kenao a parlé des équipements. Oui. Les équipements militaires qui viennent au niveau d'une armée africaine, ce sont des équipements qui viennent de l'autre côté, on les achète de l'autre côté. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique elle-même pouvait quand même construire ces équipements pour ne même pas s'occuper de l'Occident? Effectivement, bon, c'est une option. C'est une option très importante parce que si on arrivait à produire nos équipements, on n'a aucune contrainte d'un autre pays. Donc, j'emboîte le pas pour dire que vraiment, bon, c'est une initiative qu'il faut mettre en place. Ça c'est un. Bon, parce que très souvent, on voit des embargos d'armes par-ci, par-là. Mais bon, on n'apprend pas que l'Amérique est sur embargo d'armes, quel que soit ce qu'ils font. Donc, je me dis que si on arrivait à mettre en place nos unités de production d'armement, on pourrait se passer des contraintes, certaines contraintes de l'Occident. Alors, allez-y. Voilà, c'est un point important que tu viens de soulever, Serge. Depuis que l'Afrique existe, nous avons toujours tenu des discours. De discours sur discours, nous voulons notre développement, nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais l'Afrique n'a pas encore compris que tout développement dépend d'une armée solide. Oui. C'est que nous ne sommes pas respectés pour simple raison que nous n'avons aucune armée. Si aujourd'hui on sait qu'il y a un seul pays africain qui peut décider de se lever et de dire hey, vous là, si vous faites ceci, moi je vais vous punir, l'Afrique sera respectée. Je te dis, si aujourd'hui un seul pays africain capable de dire et si vous là, vous faites ceci, je vais vous punir, l'Afrique sera respectée. Et si l'Afrique n'est pas respectée jusqu'à aujourd'hui, c'est que tout le monde sait qu'il n'y a personne qui pourra les inquiéter. C'est comme vous avez, quand deux équipes de football se rencontrent, psychologiquement, l'autre équipe qui n'a pas de star, qui n'a pas des joueurs reconnus mondialement, cette équipe-là part un peu lésée. Quand les autres rentrent sur le terrain, les joueurs de l'équipe adverse disent « Wow, ah, c'est Maradona, c'est Messi. » Et
ils se replient sur eux-mêmes. Ils n'arrivent plus à jouer parce que ceux-là déjà sont reconnus mondialement. Mais si de l'autre côté, les autres voient que vous aussi vous avez des joueurs mondialement reconnus, il y a équilibre. On vous respecte. On ne vous attaque pas à chaque minute comme ça. C'est ça le monde. Le monde, c'est un monde d'intérêt. Tant que les Africains ne vont pas s'asseoir pour penser d'abord à ces équipements d'armement fabriqués sur le sol africain, pour les Africains. Mais ils ont quand même tout sortes d'outils pour la fabrication de ces équipements. Et ça ne coûte même pas. Ça ne coûte même pas. Ils n'ont encore voir nos forgerons dans les villages. Ah oui, ils vont leur donner des idées. Des fusils de chasse. Mais ils vont leur donner des idées à partir de là. Ils vont perfectionner. Je crois qu'on peut y arriver. Alors, monsieur Alassane, oui. On parle du fait qu'au Nigeria aujourd'hui, comme tous autres pays, il y a un problème entre les chrétiens et puis les musulmans. Alors Mohamed Bouhari qui est arrivé au pouvoir, pour vous, comment il doit cerner ce problème? Comment il doit quand même amener ces deux religions-là à être ensemble pour ne plus qu'on puisse avoir beaucoup de problèmes? Bon, en fait, sur le plan politique, il y avait eu des mesures pour favoriser la cohésion entre ces deux grandes religions. Bon, si je me rappelle bien, il y a eu un temps où on a dit que non, bon, si le président est du nord musulman, le vice-président doit être du sud chrétien. Bon, il y a eu ce pacte-là, mais je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Bon, ils peuvent repartir sur cette base, faire des ajustements pour voir comment ils peuvent bien insérer ça dans leur programme politique. Je pense que à ce niveau déjà, on voit que non. Bon, quelqu'un peut accéder à un poste de responsabilité, bon, pas seulement sur la base de sa religion, mais en tant que Nigérian, quelle que soit sa base religieuse, je vais dire. Donc, je pense qu'ils peuvent bien travailler sur ça. C'est un élément, bon. Alors, j'arrive sur vous, M. Kenao. Vous me donnez quand même l'occasion de vous poser certaines questions. Oui. Un président qui arrive au pouvoir, oui. qui a un plan de gouvernement, qu'il veut assainir, qu'il veut faire asseoir, qu'il veut réaliser, oui. Est-ce qu'il a besoin oui. de mettre quelqu'un, parce qu'il on dit qu'il faut mettre quelqu'un du Sud comme vice-président, comme vous l'avez dit oui. tout à l'heure, oui. et quelqu'un du Sud comme, puisqu'il est du Sud, il est président, oui. il doit forcément mettre quelqu'un de choses, comment on appelle, du Nord, oui. pour faire un équilibrage. Oui. Mais est-ce qu'on a besoin de ça dans la mesure où je suis président, oui. j'ai un plan de gouvernement à mettre en place. Oui. Pour que ce plan puisse réussir, est-ce que je suis obligé d'appliquer ce que vous avez dit? Enfin, si la religion a une pomme de discorde, peut créer des tensions sociales, moi je pense que c'est un élément qu'on peut insérer. Et puis, il faut aussi au niveau de l'éducation, assurer une certaine éducation à la jeunesse, aux enfants, pour qu'ils prennent la relève et comprennent que non, la religion ne doit pas être un facteur de division. Au contraire, la religion doit plutôt nous unir. Il faut insérer ça aussi dans les programmes d'éducation. C'est un programme de long terme, mais qu'il faut aussi envisager, quoi. D'accord. Oui. D'accord. Alors, M. Kenao. Vous savez, vous venez de poser une question, mais je voudrais vous dire que moi, je ne vois pas en Afrique ce problème de religion, de musulmans et de chrétiens. Moi qui vous parle là, ma famille est à 3 ou à 4 religions. J'ai des frères musulmans, j'ai des frères chrétiens. Mon papa n'a été ni musulman, ni chrétien, ni animiste. Ma maman, nous sommes divisés. Et c'est la même famille. Qu'est-ce qui fait cette division? Non, quand je dis divisés, c'est-à-dire que nous sommes de différentes religions que vous connaissez. Ce problème de religion n'a jamais existé en Afrique. Même au Nigeria, n'existe pas. C'est sur papier, ce sont les médias, ce sont les politiciens, ce sont les médias qui évoquent ce sujet-là pour atteindre leur objectif. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que les religions se sont toujours côtoyées en Afrique.
Je vous dis, je vous parle bien. C'est les politiques. Les politiciens, Oui. les médias, Oui. c'est eux qui, tous les jours. Boko Haram n'a rien à foutre avec la religion du Nigeria. Non. Non, ici, Voilà, n'attribue je dis. le Boko Haram, mais je parle en généralité. Voilà, Parce c'est ce quand que je parle en dis. C'est ce que je généralité, dis. C'est de toute l'Afrique. Voilà. Et même de toute l'Afrique, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'histoire nous a prouvé que ces deux religions se sont côtoyées sans problème. Jusqu'au jour où l'Occident, où les politiciens trouvent qu'à travers la politique, ils peuvent atteindre certains objectifs. Et c'est là que le problème arrive, c'est là que le bas blesse. Sinon, en Afrique, spécialement en Afrique, le continent que je connais bien, musulmans, chrétiens, animistes, whatever vous allez les appeler, il n'y a jamais eu problème de cohabitation. Tout le monde vit ensemble. Chacun se lève, il va y faire sa prière, il fait ses choses, il revient. Jusqu'au jour le blanc, l'Occident, où les politiciens nous disent, ok, non, s'il vous plaît. Il n'y a jamais eu ce problème en Afrique. D'accord. Mais si on veut faire de ça un problème politique, il faut trouver une solution politique. Voilà pourquoi je dis il faut insérer ça un peu dans les agendas, en même temps éduquer les enfants, pour qu'ils en fait, ils grandissent avec l'idée que non, la religion ne doit pas être source de division. Non. Voilà. Et puis, pour aller dans le sens où il disait qu'il faut que, entre-temps, il y avait dans le système du Nigeria, ça je ne peux pas commenter, mais le bon sens. Le bon sens voudrait dire quoi? Même si vous êtes président, que vous êtes du sud ou du nord, vous êtes musulman ou chrétien, et si votre constitution, bien, vos règlements intérieurs vous autorisent à choisir un vice-président de l'autre bout, ce vice-président doit être de votre parti. On ne vous demande pas d'aller choisir le vice-président du camp adverse. Non. Celui-là, si vous êtes du nord et que le vice-président doit être du sud, ce vice-président du sud est issu de votre parti. C'est-à-dire que c'est toujours votre programme qui continue. Mais n'oubliez pas qu'un président n'est pas là pour servir sa religion, mais c'est pour servir le peuple. Ses intérêts, bien sûr, aussi. Non, il n'a pas... Voilà. C'est ça, vous les Africains, c'est ça votre problème. Vous parlez d'intérêt du président ou bien quoi? Il n'est pas là pour servir ses intérêts, c'est ce que je veux dire. Voilà, ok. C'est ce que je veux dire. Je suis en train de vous apporter le pas. Voilà, le président n'est pas là pour servir ses propres intérêts. C'est pour servir le peuple d'une manière générale et impersonnelle. À partir du moment où il peut faire ça, et il fait ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est que généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez un président arriver, qu'il soit chrétien ou musulman, on ne fait que, si les chrétiens, multiplier les temples, les églises, et si les musulmans, on ne fait que voir des mosquées partout. C'est ça le problème de l'Afrique. Il doit y avoir un équilibrage. Voilà. Bon, d'accord. Voilà. Alassane, oui. Alors, avant qu'on aille à la pause musicale, je crois que vous avez eu une très bonne lecture de ce monsieur qui vient d'être élu et que son élection pourra faire de ce Nigeria un pays un peu correct au niveau de la corruption. Alors, quel est le message que vous pouvez donner aujourd'hui aux Nigériens qui viennent d'élire Mohamed Bouhari? Bon, je pense qu'on l'a élu sur un agenda bien précis. Il faut qu'on l'accompagne, qu'on l'aide à réussir dans sa mission. Bon, parce que lui seul, il ne peut pas réussir. Donc, il faut que les gens comprennent que non, si la corruption est bannie, Boko Haram anéanti. Ce thème Boko Haram arrive toujours. Oui, bon, ça va contribuer à faire appel aux investisseurs, ils vont venir contribuer aussi pour le développement du pays. Donc, le message que je lance, c'est il faut que les Nigériens accompagnent Mohamed Bouhari dans sa mission. D'accord. Voilà, mon message au peuple nigérien, c'est que à partir du moment où il a eu le courage de reconnaître ses mots et à partir du moment où il a eu le courage de trouver une solution, je vais dire au peuple nigérien que ce n'est que le début. L'élection de M. Bouhari n'est que le début.
de la volonté du peuple nigérian d'aller vers de l'avant, de réorganiser le pays sur le plan économique, sur le plan politique. Et pour cela, ils doivent continuer par soutenir le candidat qu'ils ont soutenu jusqu'au pouvoir. Ils doivent le soutenir dans ses actions, pas dans les mauvaises actions, mais dans les actions qui vont dans l'intérêt du peuple du Nigeria. Et en faisant cela, ils feront de ce président un grand président. Mais s'il abandonne, là, il va échouer. Merci donc à M. Kenao, merci aussi M. Alassane Sawadogo. Nous allons quand même aller en pause musicale pour revenir sur ce plateau pour la deuxième partie du grand débat sur Tempo Afrique. Serge Niawa, restez connectés sur cette émission. Claveno, Aveno, Getcha Winkosa, Wereweki, Sikwerewe Mama, Wereweki Wewe, Ebintu Yo, Bimuzamuza, Lavio Mama Nze, Tade Kuninga, Olabikoli nayo mulala, naye nga nzolyawo kyongumaza, Inga alikulunya, ingini osumulula, wandigenderesa, kale tojonona, ogenda kwekuba enkwala, akaliko, ononye, nga tokyandabako, okabe, nga tokyandabako, esimu yerimu pasiwadi, ubeda nange bamu silent, linga gamba tisitegera, bombuzabuza mu kerosene, alina enjawulo ku palapine, kamunguluze ali mu bintu byajjudde, saagala kamunguluze ogenda kunetolooza atewe, kamunguluze ali mu bintu byajjudde, saagala kamunguluze ogenda kunetolooza atewe, omanyisiza maso, my baby, nondabange ya fedinga, my baby, obwongo bwote bukulimba, ojja kwejjusa, amaaso go tegakulimba, mama kizunguzungu, kitanifanya nianguke, na kuomba nishike, hata kujichanganya machizi wasinicheke, na wewe ma, sunaona kama natuma, moyo wanichoma, na hizo kerere, kizunguzungu, banange, kamunguruze, ali mu bintu byajjudde, saagala kamunguruze, ogenda kunetolooza atewe, kamunguruze, ali mu bintu byajjudde, saagala kamunguruze, ogenda kunetolooza atewe, wereweki, sikwerewe mama, wereweki wewe, unajidanganya, nakuzomu biziba nazoka, tuli barumunja kugwamu, don't take me for granted, don't take me for granted, kizunguzungu cha nini, unanipa cha nini, kizunguzungu cha nini, unanipa cha nini, ogenda kukaba, ononye, cha nini, kizunguzungu cha nini, unanipa cha nini. Revenons rapidement sur ce plateau. Je voulais quand même remercier M. Osiri Hugues qui assure aujourd'hui la partie technique de cette émission Grand Débat. Mesdames et messieurs, nous sommes à cette émission pour vous faire
honneur pour vous parler de ce qui se passe en Afrique. Et à tout moment, on se croise sur ce plateau pour débattre un peu des problèmes qui minent le continent africain. Alors, Monsieur Kenao, qui est aujourd'hui avec nous, cela a été un honneur parce que vous n'étiez pas sur le plateau, je rappelle ça encore. Monsieur Sawadogo, Alassane, merci encore d'être une fois avec nous, vous m'excusez. Alors, revenons dans ce grand débat pour la deuxième partie, avec l'élection de Buhari Mohamed au Nigeria. Alors, étant aujourd'hui président du Nigeria, comment Mohamed Buhari doit assainir la situation au niveau des politiciens, c'est-à-dire de l'opposant, parce qu'il est d'un autre parti aussi, pour ne pas que les conflits, en tout cas, continuent. Alors, monsieur Alassane. Bon, vous voulez parler de quel conflit? Conflit politique interne? Conflit politique? Oui. Oui, interne, Oui. parce que cela existe bien au Nigeria. Oui. Bon, enfin, dans tout débat politique, il y a des contradictions. Mais moi, je pense qu'ils doivent quand même s'entendre sur un certain nombre de points. Et tout le monde est unanime que, bon, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, bon, les gens sont pour la lutte contre la corruption. Et ça, c'est un fait. Et deuxièmement, la lutte contre Boko Haram, tout le monde est également unanime là-dessus. Donc moi, je pense qu'ils doivent s'entendre sur les fondamentaux même de l'agenda dans les 5 années à venir, ou du moins dans les 4 ans à venir, puisque le mandat dure 4 ans au Nigeria. Alors, monsieur Kenao Yves, quelle est votre lecture là-dessus? Voilà, moi je dis tout simplement que chaque pays a des tests. Chaque pays a une constitution, chaque pays a des lois. Donc, pour respecter l'opposition, il faut tout simplement suivre les tests du Nigeria, la constitution du Nigeria. Probablement le Nigeria a un statut de l'opposition et donc que le statut de l'opposition soit respecté, et que le pays ne soit pas dirigé d'une main d'un bras de fer, que l'opposition joue son rôle. Comme le président élu est issu de l'opposition, il sait de quoi il s'agit. Il a mieux vécu l'expérience de faire partie de l'opposition. Donc je pense qu'il est mieux placé pour laisser l'opposition jouer son rôle au niveau du Nigeria. Mais je voudrais aussi qu'on comprenne une chose. Il ne faut pas tout attendre du président Buhari. Il n'a pas une baguette magique pour redresser le Nigeria. Il faudrait donc une volonté de la population nigériane elle-même, une volonté de changer. À partir de ça, ce que lui a comme agenda, comme programme d'action, ça peut passer. Mais si le peuple nigérian lui-même ne veut pas changer, ne fait pas d'efforts, ça ne marchera pas. Surtout, je demande que les droits fondamentaux, la liberté fondamentale, soit respecté. Quand je dis liberté fondamentale, liberté avec grand L. Oui. Que ce soit liberté de presse, liberté de réunion, liberté de religion, toute liberté soit respectée. D'accord. Monsieur Alassane, oui. Un président qui vient au pouvoir, il a toujours un plan de gouvernement, comme je l'ai dit au commencement de cette émission, pour que son plan réussisse, parce qu'on l'a voté pour certaines prérogatives, pour certains programmes qu'il doit mettre en action. Est-ce qu'il doit mettre en place un gouvernement de transition, ou bien un gouvernement qui est composé aussi de tous ces partis, ou bien... Alors comment est-ce que vous voyez ça? Alors, je pense que il y a la collégialité qui convient. Il doit mettre en place un gouvernement de large ouverture où toutes les sensibilités politiques sont représentées. C'est en ce moment que les gens voient que tu sois du bord de l'opposition ou du parti au pouvoir, tu sens que il y a une parcelle de pouvoir, parcelle de gestion du pays. Donc, ça, c'est un truc tout à fait normal à faire. Il n'a pas besoin de mettre un gouvernement... je ne sais pas ce que tu appelles gouvernement de transition. Bon, il peut mettre en place un gouvernement de large ouverture qui va gérer les affaires tout au long du mandat. Tout au long du mandat.
Bon, et puis peut-être mettre en place un comité de suivi des actions, un comité restreint au sein de son cabinet qui peut suivre ces actions, les évaluer, voir les déficiences où il faut les relever. Bon, c'est ce qu'il peut faire. Et bon, il y a le Parlement aussi qui est là pour voter des lois. Donc, je pense que à ce niveau, s'il a la majorité au Parlement, il peut vraiment mettre son projet en application. Alors, M. Kenao. Voilà, vous savez, je vais vous dire que cette histoire de gouvernement d'union, gouvernement d'ouverture, gouvernement de transition, quoi que vous les appelez, moi je dis que quand quelqu'un gagne les élections, il les gagne sur une base de programme d'action et que son électorat attend de lui qu'il exécute ce pourquoi ils l'ont mis là. Mais il se fait que c'est en Afrique, subitement en Afrique, que ces expressions de « vous devez faire un gouvernement d'union » existent. Vous n'allez pas... Un instant. Vous n'entendez pas en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Asie, partout, parler de gouvernement d'union ou de gouvernement de large ouverture. Vous n'entendez pas. C'est uniquement en Afrique. Le danger de ces histoires de gouvernement de large ouverture, de gouvernement d'union, c'est quoi? C'est que le principe qui guide les gens à faire de la politique commence par disparaître. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On trouve quelqu'un de l'autre bord pour dire que j'ai rassemblé tous les fils de mon pays. Et le programme qu'on exécute, c'est le programme qu'on veut soi-même. C'est lui qu'on exécute, mais on trompe le reste du peuple, comme quoi tout le monde est dedans. Cette comédie-là ralentit beaucoup le développement de l'Afrique. Alors, donc, il doit mettre... Moi je dis ceci, s'il arrive, il sait pourquoi il est arrivé, qu'il exécute son programme. Tout simplement, mais avant d'exécuter, vous comprenez très bien, avant d'exécuter ce programme, il faut des gens pour l'exécuter. Voilà, je dis, donc, des gens pour l'exécuter. Qui sont dans ce gouvernement. Je dis qu'ils trouvent des individus, des citoyens, mais pas des représentants des partis politiques. Ça, c'est-à-dire que ma conception de gouvernement d'union, là, d'ouverture, ce n'est pas la même que les Africains le font. Les Africains, on va dire que le représentant de tel parti politique, eux ne parlent pas des citoyens, mais ils parlent des représentations de partis politiques. Le ministère de l'Intérieur est revenu à tel parti. Le ministère de l'Économie et des Finances à tel parti. Non. D'accord, on arrive. Alors, mais ça peut être des citoyens du pays qui sont par exemple des républicains, mais un citoyen, mais ce n'est pas un membre influent du parti. Bien faire ce travail. Ce travail. Okay. Un citoyen. Alors, voilà. Qu'est-ce que... Bon, personnellement, je pense que gouvernement de large union ne pose pas un obstacle à l'élaboration ou du moins à l'agenda du président en question. Expliquez comment il devait mettre en place ce gouvernement de large... Bon, toutes les sensibilités politiques peuvent y être représentées. Mais en fait, il a le droit de suivre l'action gouvernementale, voir si les éléments à leur poste font leur travail. Mais si les éléments à leur poste ne font pas le travail, et demain, il dit que ces éléments ne marchent pas, il les retire, est-ce que vous voyez que ce n'est pas un conflit qu'il crée? Non, mais avant de les mettre à ces postes, il est bien vrai qu'ils peuvent être de l'opposition, mais quand même, il faut s'assurer quand même de leurs compétences qu'ils peuvent vraiment y apporter. Donc, je pense qu'à ce niveau, il peut toujours avoir une mainmise sur l'action gouvernementale. Non, il ne peut pas. C'est ça le problème de l'Afrique. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Si je comprends, je sais de quoi vous voulez parler. Hein. C'est-à-dire que si c'est un individu, un citoyen qu'on prenait, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du parti au pouvoir, un citoyen. Maintenant, quand vous demandez qu'est-ce qui se passe, quand dans ces sensibilités politiques dont vous parlez, on ne demande pas le citoyen, mais on demande au parti d'envoyer un représentant pour occuper ce poste. C'est là où le danger est. Qu'est-ce qui se passe? Ce parti-là
ne va pas laisser son élément exécuter intégralement vous en tant que Premier ministre ou en tant que président, votre programme d'action. Parce qu'eux aussi cherchent à arriver au pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est après quoi vous, candidat de ce parti qu'on a mis à ce poste-là, on vous corrompt. Quand on vous corrompt, vous déjà, vous voyez ce qu'il y a derrière vous. Tout un problème, on dit, ah ouais, il nous a trahis, tout ça, c'est ce de problème. Alors que si les Africains choisissaient, les présidents africains ou les premiers ministres africains choisissaient des individus, des citoyens, de sensibilité, mais pas les représentants des partis, mais de sensibilité pour faire le gouvernement, il n'a pas de compte à rendre à un parti politique. Vous voyez. Je pense alors. Moi, je pense que donc c'est l'aspect management, mais il faut remettre en cause. Parce Voilà. que quand on vient au pouvoir, bon, on veut exécuter un agenda. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on est forcément de l'opposition qu'on ne peut pas apporter des éléments positifs à la construction de la nation. Voilà, je suis d'accord. Bon, si quelqu'un de l'opposition gère le ministère de l'Agriculture, il a un bilan à donner. Et s'il est de l'opposition, ben, ça va se voir à la fin de son mandat, ou du moins au cours de son mandat. S'il fait un bon travail, ça va se voir, ça va se ressentir. Et bon, et si ça ne se ressent pas, c'est que bon, le gars en question n'est pas compétent, il faut le remplacer. Mais généralement, c'est qu'on ne voit pas le gars, Oui. à ce poste. On voit qui? On voit le gouvernement. Et quand on parle du gouvernement, c'est qui? C'est le chef de l'État, c'est le Premier ministre. Généralement en Afrique, au lieu de voir, c'est ce que j'ai dit. Bon, par exemple, il y a des postes, et ça donne conflit. Il y a des postes. Pour distribuer ces postes-là au niveau des États, tu vas entendre que... stratégique. Le président qui a gagné les élections dira, moi, je ne vais pas abandonner le ministère des Affaires étrangères, par exemple, ou le ministère de la Défense. Vous comprenez? Oui. Alors que si c'était par les citoyens, c'était désigné pour les citoyens, vous voyez qu'il serait plus libre de choisir un citoyen à qui il a confiance, qui n'a pas de compte à rendre en quelque parti politique que ce soit. Hein? Et il fera bien le travail. Maintenant, vous, si on vous met là, en tant que représentant de tel parti politique, vous allez rendre compte à votre parti politique. Et je prends le cas de mon pays que je connais bien. Il y a des gens, le parti les a mis là, au bout d'un certain moment, le parti dit non, il ne fait pas ce que nous lui avons dit d'aller faire. Et il demande au gouvernement de faire un remaniement ministériel pour qu'il remplace leur élément. Vous voyez? Donc, c'est ce que je dis, c'est une bonne chose. L'idée première, c'est de mener tout le monde à participer. Mais derrière cette idée, les chefs, les Occidentaux ont pensé que comme c'est le pouvoir qui intéresse beaucoup les Africains, si tout le monde a sa bouche dedans, l'opposition va mieux se taire. D'accord. Et c'est ça qui pose problème. D'accord. Alors, on doit laisser l'opposition jouer son rôle d'opposition, de contrebalance. Mais quand on met tout le monde dedans, finalement, ça devient quoi? Une corruption même de l'opposition. Et ça ne marche plus. D'accord, donc on va continuer. Si vous n'avez plus rien à dire, on va continuer. Ben, au niveau des médias, aujourd'hui, quand on voit dans nos pays africains, sinon dans le continent africain, ce sont les médias qui sont à l'origine de beaucoup de conflits. Ce qui n'est pas dit est raconté dans les médias pour qu'on puisse ventiler, tu vois, ben, les infos, les journaux pour manger aussi, comme le disait Pierre. Alors, comment Boiry, qui est aujourd'hui élu, doit mener les médias à mieux se comporter? Je pense qu'il ne faut pas, sur ce problème de médias, il ne faut pas qu'on parle de Boiry, les médias. Disons en général les médias en Afrique. Parce que si on parle de Boiry... Je veux comprendre, parce que nous sommes aux élections du Nigeria. Voilà. Et nous avons vu qu'il y a eu un problème. Mais nous allons situer ça au niveau du continent africain. Mais parlons... Voilà. Très simple. La force, le quatrième pouvoir, moi je l'appellerais ça, le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de l'information, de communication. Mais les gens parlent de premier pouvoir. C'est le quatrième pouvoir. Vous le quartier de quatrième pouvoir, allez-y. Voilà. Pour ne pas dire que je reprends le pouvoir du président, de l'Assemblée nationale, de la Cour, voilà, je ne veux pas ça. Ce pouvoir-là, en fait, de nos jours, si vous l'avez, vous avez le pouvoir. Si vous êtes au gouvernement, vous êtes au pouvoir en Afrique, partout dans le monde, et que vous n'avez pas ce pouvoir de médias, de contrôler les médias,
de véhiculer ce que vous voulez, ça ne marche pas. Donc, c'est pour vous dire que la paix est arrangée par les médias. La guerre est amenée par les médias. S'il doit y avoir la paix quelque part, ce sont les médias. S'il doit y avoir la guerre quelque part, ce sont les médias. Et les médias africains ne sont qu'à l'image des médias occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire Boiry à ce niveau? Boiry, à ce niveau, tout simplement, il doit laisser la liberté d'expression. Les presses jouer leur rôle. Au même moment, amener les médias à jouer, à retourner à la base de leur déontologie. Ça veut dire quoi? Une presse qui avance un argument, qui donne une information non vérifiée, une fausse information pour exciter la population à la désobéissance, à la violence, cette presse-là doit purement et simplement être suspendue, jugée, et voici, elle mérite d'être suspendue pour un certain temps. Il faut le faire. Parce qu'on ne doit pas laisser, et n'oubliez pas, non seulement les médias, mais les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est un autre point. C'est un autre danger social. Ouais. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, les gens crient à corps qu'il faut la liberté de la presse. Bon, liberté de presse ne veut pas dire qu'il faut simplement dire tout ce qu'on veut dire. Mais si on a quelque chose à avancer, il faut des preuves à l'appui. Pour que les gens puissent, ceux qui ont l'information, puissent aller à ces sources-là, vérifier si l'information est juste avant de réagir. Bon, s'ils le veulent. Donc, je me dis que, bon, même s'il faut la liberté de la presse, il faut encadrer aussi la presse. Leur montrer leur déontologie, la déontologie de la profession. La profession a une certaine déontologie qu'il faut respecter si vraiment on veut bien faire son travail et aider le pays à progresser. D'accord. Voilà, j'allais ajouter, vous voyez, ce que nous disons ici, qu'il faut une presse responsable, qu'il faut vérifier les informations, qu'il faut donner des informations vraies et utiles. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la presse perd un tout petit peu sa force, sa crédibilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aujourd'hui, la presse est en train de perdre sa crédibilité. Parce que tantôt, c'est un journaliste que un journaliste que vous respectiez, un journaliste que vous prenez comme modèle, tantôt on va vous dire que telle information qu'il avait donnée était une fausse information qu'il a fabriquée lui-même de toutes pièces. Ah, déjà vous commencez par vous demander, mais qui je peux croire maintenant? Vous voyez? Donc, si les presses aujourd'hui ne commencent pas par jouer ce rôle de dire la vérité, je sais que nous sommes à la recherche de la sensation, mais quand même, please, on doit chercher à dire la vérité. Et quand on dit cette vérité maintenant, on peut ajouter nos ingrédients. Mais il faudrait que la vérité au moins soit là. Et Boiry sera un effort pour laisser cette liberté d'être beaucoup plus responsable. Vous voulez ajouter quelque chose? Oh non, bon, c'est juste pour appuyer ce qu'il veut dire. La presse doit être tenue pour responsable. Les sources doivent être vraiment citées. Si on a une information à donner, bon, on doit vraiment donner les sources d'où on a tiré l'information. C'est ce que je voulais ajouter. Bon, on ne peut pas passer sous silence les... Non, j'arrive. Calmez-vous, M. Kenao. Voilà. Je dirige les émissions. Mesdames, Messieurs, je voulais quand même vous dire merci. Vous êtes à l'émission Grand Débat sur Tempo Afrique. Votre animateur principal, Serge Niawar. Nous allons, à côté de ce thème, nous allons parler un peu des élections à venir au niveau de ce continent africain 2015. Alors, mes chers panélistes, on va parler du Togo rapidement parce que vous êtes venus du Togo. Alors, comment ça se passe au Togo? Parce que jusqu'au 15 avril, le 25 avril, il y aura les élections au Togo. Et ça a été reporté parce que ça devait être le 15 avril. Voilà, vous savez... Et si moi je sais, si vous écoutez les presses, si vous écoutez les médias, vous lisez vous lisez sur Internet les commentaires, sur le Facebook, tout ça là, vous n'allez pas vous rendre au Togo. Moi, si, en toute honnêteté, si je savais qu'il y aurait élection au Togo, je n'allais même pas rentrer. Mais à ma grande surprise, j'ai trouvé qu'il y a une disconnexion entre ce que nous lisons sur les médias, ce que les médias nous disent, et
réellement ce qui est sur le terrain. Moi, je suis arrivé au pays, on me dit que il commence les campagnes le 1er avril. Je dis, mais quelle campagne? Vous n'étiez pas informé avant? Je n'étais même pas informé. C'est ce que je vous dis, que si j'étais informé, je ne devrais pas rentrer, compte tenu de ce que je lis sur les médias. Qu'est-ce que vous avez lu sur les médias? Hein? Qu'est-ce que vous avez lu sur les médias? Ok, ça c'est hors antenne. D'accord. Donc c'est pour vous dire que au Togo, bon, contrairement à ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, j'ai été positivement surpris qu'il n'y a pas eu ce genre de choses. Vous n'allez même pas sentir qu'il y a élection dans 2 semaines. Quand c'était le 15, quand j'étais là au premier. Et après, bon, ils ont annoncé que les élections seront organisées, sont repoussées sur le 25 de ce mois. Mais à ma grande surprise, et compte tenu de ce qu'on a lu, tous ces opposants-là ont posé leur candidature. Alors donc il n'y a pas une candidature unique au niveau... À ce que je sache, au niveau de Fabre est candidat, anyway, lui il est candidat, et il y a d'autres candidats aussi. Il n'y a pas candidat unique en tant que tel pour l'opposition. Je ne sais pas si... Parce qu'on avait dit qu'il y avait quand même une candidature unique en la personne de M. Jean-Pierre Fabre au Togo. Voilà, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres candidatures. Et ça, quelqu'un me l'a expliqué que c'est une stratégie de l'opposition. Une stratégie de l'opposition, parce que nous voyons aujourd'hui qu'au niveau du Togo, il y a seulement un seul tour. Ouais. Si il y a plusieurs candidats qui se présentent et que avec ces candidats, M. Faure demain prend le pouvoir, qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, selon parce qu'il n'y a pas sources, de tour. Selon mes sources, selon les sources, je ne les cite pas, mais ce sont des sources fiables et très choses politiques. Le gars m'a dit que c'est une stratégie de la part de l'opposition, que ces candidatures aux alentours de Fabre, ce sont des candidatures qui sont destinées à diviser les voix au niveau des partis, au niveau de la partie géographique de Faure et Yadema. Ça veut dire qu'il y a eu un découpage qui pourra peut-être favoriser Faure. Donc il faut aller conquérir, retirer certaines de ces voix. Alors que du côté, tous sont quand même de l'opposition. Mais là où le fief de Fabre, il est unique. Là où, voilà. Donc, c'est-à-dire que, bon, je ne devrais pas dire ces informations, cette stratégie-là sur les antennes. Mais c'est bientôt, là. Ça veut dire que, selon les calculs, du côté du fief de Faure et Yadema, du président Faure et Yadema, il aura à disputer des voix avec certaines candidatures de l'opposition. Alors que du côté du fief de Fabre, il sera unique, il sera pas. Donc, quelque part, on retrouve la candidature unique. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Autrement dit, on passe au Burkina Faso pour voir ce qui se passe là-bas. Oui, bon, les élections sont prévues pour le 11 octobre, si j'ai bonne mémoire. Bon, récemment, le CNT, le Conseil national de transition, qui remplace la défunte Assemblée nationale, a voté un nouveau code électoral où ils ont fait passer la caution de 10 millions à 25 millions. Bon, tout ça pour éviter des candidatures fantaisistes selon leur jugement. Bon, il y a aussi au niveau des élus locaux, les conseillers, les maires, bon, la caution est passée de 1 000 francs à 10 000. Bon, ils ont aussi favorisé, accepté du moins les candidatures indépendantes. Donc c'est du nouveauté dans le code électoral, ce qu'il n'y en avait pas avant. Et bon, il y a une loi aussi qui exclut tous ceux qui ont soutenu la modification de l'article 37 pour permettre à l'ancien président... Dites qu'il y a une loi qui a été votée pour ne pas que les gens de Blaise Compaoré soient candidats, parce que cette loi a été votée. Oui, tous ceux qui ont soutenu ouvertement la modification de l'article 37 pour permettre à l'ancien président... Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Attendez, Kenao, vous allez intervenir. Et ils disent que ça s'inscrive dans la charte même de
de l'Union africaine qui disait que toutes les personnes qui se sont rendues coupables de tripatouillage de constitution qui a amené des violences, des troubles dans un pays ne sont pas éligibles à participer à une élection. Bon, je ne sais pas si c'est pour combien de durée, mais dans le cas du Burkina, c'est juste pour les élections de 2015. Les gens sont frappés d'inéligibilité juste pour 2015, mais ils peuvent revenir en 2020. Donc vous croyez que cela peut amener la paix? Oui, bon, à une faute, à un crime politique, il faut une sanction politique. Et Guibiri Bassole, il est de quel bord? Oui, il est du bord du pouvoir. Bon, il reste maintenant... Bon, je connaissais pas... Je n'ai pas réellement connu ses intentions lors de la modification de l'article 37, mais il n'est pas opposé ouvertement. Bon, s'il n'était pas d'accord, il n'était pas opposé. Donc, je dirais que c'est à la commission électorale d'en juger. Je voulais comprendre quelque chose. Oui. Avant que Blaise Compaoré ne soit bouté du pouvoir, oui. Quand même, Guibiri Bassole était de son côté. Il était de son côté, oui. Alors, mais ce même Guibiri Bassole, il est candidat. Il a annoncé sa candidature. Il a annoncé sa candidature alors que les autres sont écartés. Oui. C'est ça que je ne comprends pas. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Est-ce que ça dit qu'il n'y a pas de candidat là-bas, au Burkina Faso? Parce que ce sont les mêmes Blaise qui viendront au pouvoir demain. Et vous allez encore voir que Blaise, en toute sincérité, pourra revenir au Burkina Faso. Non, enfin, qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a pas de candidat? L'opposition a des candidats. Ils ont déjà annoncé des candidatures. Mais au sein de son parti, au sein du parti CDP, on ne sait pas qui sera candidat pour le moment. Parce que le parti n'est pas suspendu, le parti n'est pas dissous, le parti peut participer à des élections. Mais seulement, il y a des éléments qui sont frappés d'inéligibilité. D'accord, je crois que c'est vous qui le dites, parce que... Alors, Kenao. Voilà, je voudrais que les Africains fassent beaucoup attention. Vous voyez, c'est une erreur juridique et une erreur politique spontanée que nos frères burkinabés sont en train de faire. Et que demain, cette erreur-là reviendra, l'anglais dit to hurt them, pour les faire du mal. Je m'explique. Vous voyez, il y a un candidat qu'on n'a pas touché. Il y a un monsieur qu'on n'a pas du tout touché. Parce que, probablement, il a des forces derrière lui plus fortes que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Non, pourquoi vous dites qu'il n'est pas touché? Il a annoncé sa candidature, mais est-ce que sa candidature est acceptée? Il faut attendre que sa candidature soit acceptée pour dire que... Bon, les autres, eux, ils ne peuvent même pas annoncer cette candidature. Si lui l'a annoncé, ils sont frappés par la loi. Ils sont frappés par la loi. Si lui l'a annoncé, c'est qui n'est pas frappé par la loi. Et que nous ne nous trompons pas. Je veux dire ceci, c'est probablement l'expérience ivoirienne que je veux éviter. Alors, quelle est cette expérience ivoirienne? Cette expérience ivoirienne qui est celle-là qu'on a pris un article spécialement pour permettre quelqu'un. Je crois qu'on va arriver parce qu'on n'a pas Vous encore comprenez? sur le cadre de la Aujourd'hui, ce qui se passe là, demain, après 5, 10, 20 ans, pourrait revenir encore dire, oh, telle année, il y avait de ceci et on a fait cela. Si les gens ne sont pas jugés, c'est pourquoi je dirais erreur juridique, si les gens ne sont pas jugés coupables de quoi que ce soit, une loi ne peut pas les interdire de poser leur candidature. On devrait les juger et faire reconnaître qu'ils sont coupables de ceci. À l'heure actuelle, ils ne sont que présumés participants. Et ça, on ne peut pas leur empêcher cela. Donc, on est en train de leur priver le droit de citoyenneté. Et ça, c'est grave politiquement. Mais, comme les gens sont là à faire, et c'est ce que je dis encore une fois, toutes ces décisions-là sont dictées par quelqu'un plus fort que ceux qui dirigent cette transition. C'est que l'Afrique elle-même n'est pas encore... Sinon, je connais le peuple africain. Le pardon, il est dans notre sang. Tout ça là, on pouvait régler ça. Mais il y a des forces plus fortes que nous autres et que nous devons faire leur volonté. En tout cas, c'est mon point de vue sur ce problème. D'accord. On continue. D'accord, on va continuer, on va progresser. Passons au Rwanda, où M. Paul Kagame, le président Paul Kagame, qui avait dit haut qu'il n'allait pas se présenter, mais finalement, il se présente. Alors, quelle est votre lecture là-dessus, monsieur?
Bon, Alassane? je ne connais pas les dispositions juridiques de la constitution au Rwanda. Je ne sais pas si bon, Paul Kagame est arrivé à terme, il ne peut plus faire acte de candidature. Bon, ça, je ne connais pas les dispositions nécessaires. Mais je pense que, bon, quelle que soit sa compétence, quel que soit ce qui fait de bien pour le pays, bon, pour moi, il peut il peut trouver quelqu'un pour prendre la relève. Bon, c'est ce que Parce qu'il avait annoncé dès le premier abord qu'il n'allait plus se présenter, et même tripartit aussi la Constitution. Mais il revient pour dire qu'il va se présenter. Et si la Constitution l'interdit, bon, ça c'est une violation en fait des textes juridiques. En fait, le Conseil constitutionnel ou bien les organes chargés d'organiser les élections doivent en juger. D'accord. Monsieur Kenao, quelle est votre lecture? Moi, je ne suis pas surpris. Quand les gens me disaient qu'il a dit haut et fort qu'il ne se présentera pas, moi, je n'avais pas, jusque-là, à un seul instant, cru à cette vérité-là. Je vois mal un seul chef d'État africain vous dire qu'il n'a pas envie de continuer éternellement à être président. Je ne vois pas. Non. Qu'on se dise, c'est pourquoi je dis des fois, nous, Africains, on voit la vérité, mais on ne veut pas accepter que c'est la vérité. Oui, mais quand on voit ça, la Constitution, ça fait combien de fois Paul Kagame a pris le pouvoir? Si Paul Kagame a dit qu'il ne se présentera plus, je ne connais pas leur disposition, mais c'est que dans leur Constitution, il est à terme de son mandat. Ça fait deuxième fois qu'il est... Je ne connais pas, mais s'il a pu dire ça, c'est que il sait qu'il ne peut pas aller. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comme c'est une contagion. Hein, comme c'est la mode en Afrique. Et comme quelqu'un le disait sur ce plateau, on nous a vendu le mot réforme constitutionnelle. Hein. Donc, comme c'est la mode, il a décidé, je vais le faire. D'accord. Mais, encore une fois, il y a un mais. Ça n'honore pas l'Afrique. Si vraiment il est arrivé à son mandat, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il trouve quelqu'un aussi bon que lui pour continuer le travail. C'est ce que je dis aux gens. Le problème, il faut savoir quitter le pouvoir. Si vous ne savez pas comment le quitter, il va vous quitter un jour. Tout à fait. Ça, je vous comprends. Quand vous vous présentez devant un public et vous leur dites que je ne vais plus me présenter, et au dernier abord, vous revenez encore sur les mêmes choses pour dire que je vais me présenter, ça fait quand même une disqualification. Puisqu'il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas un peuple. Ce sont des gens qui travaillent pour des responsables, pour d'autres. Vous savez, sur ce plateau, j'ai l'habitude de dire que ce sont Le peuple n'existe pas. Non, le peuple n'existe pas. Et de deux, ces présidents africains sont des PDG. Hein? Des PDG de l'Occident. Des souverains. Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont que des salariés. D'accord. D'accord, voilà. On va continuer. Je crois que... Bon, je n'ai pas terminé. Comme ce sont des salariés, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple, mais ils ont de compte à rendre à leur boss. D'accord. C'est ça. D'accord. On va parler un peu aussi de la Côte d'Ivoire. Les élections prochaines au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est fixé jusqu'au 20 octobre 2015. Donc bientôt. Alors, monsieur Alassane, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où on parle tantôt de, comment on appelle, de l'éligibilité au niveau de ceux qui veulent être candidats? Bon, je lis dans la presse sur Abidjan Net aussi bien les commentaires des gens que les élections c'est pour bientôt. Le RHDP a déjà choisi sa candidat, a déjà choisi une candidature unique en la personne de Alassane Ouattara. Donc, c'est tout ce que j'entends dans la presse, je lis dans la presse. En dehors de ça, je n'ai pas d'autres détails. D'accord, vous n'avez pas. Je crois que on va passer à Kenao pour essayer s'il a quand même d'autres détails. Voilà ce qu'il vient de dire, je l'ai appris. Mais moi, le problème ivoirien commence pas ressembler à un certain théâtre. Oui, mais ce qui se passe actuellement au niveau
bientôt, on aura les présidentielles 2015. Voilà, c'est ce que je dis. Jusqu'à présent, pour moi, c'est comme si c'est du théâtre. Hein. C'est comme si... Qu'est-ce que vous avez lu comme du théâtre? C'est-à-dire que c'est comme si on fait un schéma aujourd'hui, un schéma de représentation aujourd'hui. Demain, à la répétition, quoi. Demain, il faut encore rechanger ce schéma. Parce que pourquoi je dis ça? J'ai appris que le président parle de révision de la Constitution après les élections. J'apprends aussi qu'on veut organiser un référendum avant les élections. Et vous apprenez aussi aussi que l'Afrique du Sud joue une médiation au niveau de la Côte d'Ivoire pour amener les deux bords à s'entendre sur l'éligibilité, sur l'article de l'éligibilité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, l'article de l'éligibilité? C'est-à-dire que je veux dire quoi? Je veux dire que cet article même qui est problématique. Et cet article-là qu'on a pris spécialement. L'article 48, vous voulez? Bon, votre article qui dit... 48, oui, allez-y. Voilà, 48 qui dit qu'il faut être ivoirien pour être président. Oh, l'article 37. Voilà, pour être président, il faut être ivoirien de père et de même, ivoirien de quoi là? De père aussi, ça complique tout. Je pense... Donc, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Concrètement, c'est quoi? Ce que je dis que c'est comme si c'est du théâtre. C'est quoi? Si il faut organiser le référendum, il faut oublier les élections et organiser le référendum sur l'article concernant l'éligibilité du président. Donc, vous voulez dire que le président n'est pas éligible? C'est ce que vous voulez nous faire attendre ou bien quoi? Selon votre article de la Constitution, il n'est pas éligible. Alors, expliquez-nous. Puisqu'il n'est pas de père et d'eux-mêmes ivoiriens. Vous comprenez? Les deux pères. Par exemple, moi, mon papa peut être ivoirien, mais si selon votre constitution, je ne peux pas être président. Je peux être premier ministre, je peux être ministre, mais je ne peux pas être président. C'est que quand le président Henri Konan Bédié dit que M. Alassane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut être éligible et qu'on ne peut pas réviser tout simplement la constitution pour son éligibilité. Vous m'excusez de dire ça, c'est une aberration. Qu'est-ce qui lui a fait coûter le pouvoir? Non, mais nous avons lu ça dans les... Non, qu'est-ce qui lui a fait coûter le pouvoir? Celui dont vous citez là, qu'est-ce qui lui a coûté le pouvoir? Ce n'est pas exactement parce qu'il a dit à son temps, quand il était président, que Ouattara n'était pas qualifié, M. Ouattara n'était pas qualifié pour être président de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui lui a coûté le pouvoir. Et c'est aujourd'hui le même type. Pourquoi je parle de théâtre? Donc, voilà. concrètement, ce que je dis, il faudrait que les Ivoiriens restent sérieusement et réfléchissent pour résoudre une fois pour de bon ce problème d'éligibilité, de citoyenneté d'abord. Parce que avec le référendum, les Ivoiriens vont encore décider s'ils veulent modifier cet article ou pas. Et s'ils le modifient, les élections seront pacifiques. On saura qui sera candidat et qui ne sera pas candidat. Vous voyez? Mais si quelqu'un me dit qu'il faut organiser les élections et après reviser la Constitution, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, il faut organiser les élections et puis réviser la Constitution. Ça n'a pas de sens. Il faut faire un référendum avant d'aller aux élections. Ça veut dire que, pour vous, pourquoi est-ce que ça n'a pas Mais pourquoi ne pas le faire au même moment que les élections? Demander si la population est d'avis qu'on modifie l'article 35 de la Constitution. On le met sur les bulletins. En même temps, bon, ça permet de sauver de l'argent. Bon, voilà, le problème c'est quoi? C'est que les gens seront déjà candidats. On aurait déjà validé la candidature des gens. Oui. Et vous ne pouvez plus arrêter. Oui. Alors il faut nécessairement faire le référendum pour trancher cette affaire d'article 37. Et comme ça permet de retenir les vraies candidatures. Est-ce qu'en ce moment précis, oui, on a le temps de faire le référendum? Non, mais en principe, c'est un problème qu'on peut régler après les élections de 2015. Mais comment il faut le régler? Non, mais on met sur les bulletins que non, demander l'avis de la population, des électeurs, s'il faut changer l'article 35 ou non. D'accord. Bon, ça a été fait, bon, et à la suite de ça, maintenant,
régler le problème pour de bon après les élections de 2015. Non, voilà, excusez que je vous je reviens un tout petit sur ce que vous dites là. Le problème aujourd'hui, Oui. c'est comment qualifier les candidatures. Oui. C'est tout. Or, cet article-là, c'est lui qui permet de dire que tel est candidat ou tel n'est pas candidat. Selon ce que vous dites, comment on peut déterminer ceux qui seront candidats? La même procédure qui a permis de valider les candidats en 2010, c'est cette même procédure qu'on utilise. Et puis, bon, On vous dit que cette procédure-là est caduque. Ouais. Je crois que ce qu'il est en train de dire, c'est beaucoup important. Ouais. Ça veut dire que cette procédure qui a été utilisée pour que Oui. le président Alassane soit là où il est, Oui. mais cette procédure qu'il a prise pour que M. Alassane Ouattara soit là. C'est ce que je dis qu'elle est caduque, puisqu'on nous dit qu'elle a été prise uniquement pour 2010. Uniquement. C'est ce qu'on a précisé, uniquement. La précision a été faite que ça a été spécial. Pour 2010, uniquement. Donc on ne peut plus l'appliquer pour 2015. Et c'est là le problème. Les uns disent que dès l'instant qu'elle a permis l'élection de l'actuel président, elle continue. Et d'autres disent non, que les termes ont été spécifiques, juste pour la circonstance de 2010. Oui, mais bon, cette circonstance de 2010, c'est pour préserver la paix. Et la Côte d'Ivoire a toujours besoin de cette paix. Et celui qui l'avait signé n'est plus là. Mais la Côte d'Ivoire a toujours besoin de cette paix. Alors donc, Vous voyez. Donc la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix, Oui. mais une paix sur des bases juridiques et solides. Oui. Voilà. donc vous voulez nous dire, Oui. en toute sincérité, il faut toujours continuer de violer La loi, les lois pour c'est pas- qu'il y ait la c'est- paix. ah C'est bah, ce que vous voulez dire? C'est pas une violation, mais la paix au-dessus de la loi. Quand on fait une loi, c'est bon, on veut la paix. Et cette même paix-là, on la veut toujours. Donc qu'est-ce que vous conseillez concrètement aux Ivoiriens? Bon, ça a été. Bon, si comment dire, l'article 48 a été appliqué dans une situation d'exception. Qui était spécial? Oui. Et cette Et maintenant? Mais cette situation, il demeure toujours parce que, bon, la paix Voilà. est toujours réclamée. Voilà, Mais je crois qu'on ne parle plus de au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme le président l'a dit, il a dit qu'il y a toujours la paix. Oui. Donc, non, moi je dis ceci. Bon, s'il y a la paix, il faut la préserver. Vous savez, sur ce plateau, nous devons donner, et j'apprécie l'intervention de tous ceux qui arrivent sur ce plateau, parce que ce plateau est unique. On dit tout, mais dans le sens positif. Ce que je veux dire, les Africains doivent commencer par poser des actes individuels et généraux. Ce problème-là, si nous ne le réglons pas, il va continuer par... c'est comme un cancer. Si nous ne l'arrêtons pas, il va continuer par gagner du terrain. donc il faut extirper. Voilà, moi je demande tout simplement, le seul conseil que je donne aux Ivoiriens, c'est d'aller au référendum, de reposer le problème D'accord. au référendum, D'accord. et que dès les élections, on peut les organiser. On devrait les organiser en Côte d'Ivoire en 2000. On ne les avait pas organisées. On peut les repousser. Ce n'est pas une date Donc butoir. vous êtes d'accord qu'on repousse les L'élection et qu'on fixe ce problème-là pour de bon. Alors, monsieur Alassane, Oui. rapidement. Bon, si c'est comme on le dit, c'est comme je l'ai dit, je le répète, ça a été, l'article 48 a été mis en application pour Je crois qu'on préserver revient la sur paix. on revient sur les mêmes choses. Ouais, Allons-y concrètement. donc s'il faut Voilà. repousser les échéances pour toujours régler le problème de bon, pour que les Ivoiriens s'entendent dessus, crois bon, que- il n'y a pas de Je problème. crois que les Ivoiriens qui regardent cette émission, Ouais. peut-être qu'ils veulent réellement participer. On aura la chance d'avoir encore d'autres Ivoiriens sur ce plateau parce que c'est bientôt. On a jusqu'aux élections prochaines en octobre 2015. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les Ivoiriens doivent régler pour qu'on aille aux élections paisiblement. Alors, nous allons passer au problème de la Guinée-Conakry de M. Alpha Condé, qui va abriter bientôt les élections présidentielles. Je ne connais pas bien la situation guinéenne, D'accord. mais ce que je peux dire, c'est que je sais que les pays africains sont les mêmes. C'est question d'alternance au pouvoir, c'est question de violation des
des droits des citoyens, c'est toujours question des élections organisées, non transparentes ou bien plus ou moins transparentes, avec beaucoup de problèmes d'accès aux médias pour les partis d'opposition. Je pense qu'en général, ça sera que des choses comme ça. Mais tout ce que je peux demander au gouvernement africain, tu sais, je dis que l'alternance au pouvoir n'est pas une mauvaise chose en soi. Est-ce qu'au niveau de M. Alpha Condé, il y avait quand même, on parlait au moins c'est des conflits entre l'opposition et puis le président Condé qui devait quand même connaître un succès. Voilà, puisque c'est deux partis, deux camps qui cherchent à conquérir quelque chose, même entre nos frères de même mère, de même père, on se discute, on se dispute des fois. On n'est pas d'accord sur tout. Mais quand même, en fin de la journée, on reconnaît que nous sommes de la même famille, nous sommes de la même mère. Donc, en fin de compte, je pense que le peuple guinéen va se retrouver. Oui, bon, c'est pour emboîter le même pas. C'est le problème d'alternance en Afrique cause beaucoup de problèmes. Parce que moi, je pense que la fonction de président, il faut essayer dans nos constitutions, il faut essayer d'insérer peut-être un élément pour prendre en compte même la vie de l'après-président. Parce que les gens, il y a une incertitude pour ceux qui sont au pouvoir. Voilà, Donc, ils se disent, voilà, si moi je quitte, qu'est-ce que je vais faire? Les avantages que j'ai, je vais les perdre, les membres. Donc, il y a tout ce problème-là, tout ce problème qui fait que, bon, les gens ont de la peine à laisser le pouvoir. Oui, mais donc, ça dépend aussi de la Constitution. Justement, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut trouver des éléments pour, quand même, pour que le président qui va partir puisse toujours l'occuper. Il a quand même certains avantages qu'il peut toujours en bénéficier. D'accord, un dernier point. Mettre son expérience toujours au service du pays. Bon, je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Allez-y. Vous voyez, nous, Africains, on aime l'honneur. Oui. Ça, je vous le dis, l'Africain aime l'honneur. Quand même les gens étaient ministres, il y a de cela 15 ou 20 ans, on les appelle toujours Monsieur le ministre. Et ils sont contents. Et quand vous l'appelez Monsieur le ministre, il vous donne quelque chose. Je pense que ce qu'il a dit, le statut du président, il faut que les pays africains commencent par l'instituer, le mettre en valeur. On n'a plus assez de minutes, rapidement. On n'a plus assez de minutes, on va clore un peu ce débat. Mais je vais revenir un peu en arrière au Togo. Vous allez aux élections présidentielles bientôt le 25 avril, donc dans quelques jours. Voilà. Dans quelques jours. Alors, au niveau des réformes, vous n'avez rien fait, vous allez aux élections. Voilà, c'est ce que je Rapidement. C'est ce que je dis. J'ai dit, bon, c'est ce que je dis que quand vous écoutez les presses, quand vous lisez, vous avez une certaine image de la chose. Quand vous allez sur le terrain, c'est d'autres choses. Il n'y a pas eu cette chose-là. Il n'y a pas eu ces réformes. Il n'y a rien. Mais ils vont aux élections. Mais le problème que moi j'ai trouvé, je me suis dit, mais pourquoi organiser les élections à la veille de la fête de l'indépendance? Je ne sais pas si vous avez tiré l'attention. Notre indépendance, c'est le 27 avril. Et on organise les élections en Afrique le 25. Je crois qu'on va revenir là-dessus parce qu'on n'a plus assez de minutes. On va essayer de clore cette émission pour revenir et continuer ce grand débat parce que c'est un débat qui demande encore beaucoup de choses. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Grand Débat sur Tempo Afrique. Serge Nyawa, votre animateur principal, je voulais quand même remercier tous ceux qui regardent cette émission. Nous avons parlé des élections au Nigeria, l'élection de Mohamed Bouhari, qui a fait surface et je pense qu'avec son élection, je pense bien sûr qu'il pourra arriver à mettre de l'ordre au Nigeria. Et à côté de cela, nous avons parlé aussi des élections dans les autres pays, probablement la Côte d'Ivoire, qui doit quand même tout faire pour amener une paix durable afin que ces élections aient lieu. Il faut respecter les constitutions parce que nous dépendons des constitutions. Au Rwanda aussi, M. Paul Kagame qui veut se présenter, il avait dit sur les chaînes qu'il ne se présenterait plus, mais il revient en dernier ressort pour dire qu'il va se présenter. Nous voyons qu'il y a une certaine incrédibilité, mais au peuple du Rwanda d'en juger plus parce que cela y va de leur valeur. Nous parlons aussi du Burkina Faso, où aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses. M. Blaise Compaoré n'étant plus au pouvoir, il y a des lois qui ont été votées pour pouvoir exclure ceux
les éléments de M. Blaise Compaoré, mais alors que M. Guibri Bassolé est candidat, alors nous voulons entendre mieux de nos frères burkinabés pour qu'ils aillent aux élections sans coïncidence et sans problème, pour ne plus que ces conflits arrivent et pour ne plus que qu'ils dépendent de ce pays, dépendent aussi de l'Occident. Mais comment faire? Mesdames et messieurs, je voulais quand même remercier Hugues Ossiri à la partie technique de cette émission Grand Débat sur Tempo Afrique. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une grande édition spéciale. Serge Niawa, restez connectés sur Tempo Afrique TV.